Les ports de San Pedro et d'Amsterdam consolident par la signature de cet accord une coopération de plusieurs décennies. Respectivement leaders au niveau mondial de l'exportation et de l'importation du cacao, ces ports vont, à travers ce nouveau partenariat, échanger leurs expériences en matière de développement durable appliquées aux activités portuaires, de sûreté, de sécurité et de logistique portuaire. Nous venons de signer un mémorandum, de signer un accord cadre. Cet accord-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En plus de ce partenariat-là, c'est une ouverture qui se fait dans une collaboration qui pourrait s'ouvrir avec des acteurs qui sont ici présents. Merci beaucoup pour la confiance en notre partenariat, car c'est une continuation, quand nous avons déjà une relation forte au terme de relations commerciales. Et nous aimerions bien, ensemble avec toute la communauté des entreprises d'Amsterdam, nous aimerions bien de continuer cette relation, de renforcer la relation pour renforcer le moteur d'économie de Côte d'Ivoire. Cet accord couronne la visite d'une mission économique néerlandaise sur le deuxième port de Côte d'Ivoire. À la tête de cette délégation des 20 entreprises, Hans Docter, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a souligné l'intérêt de ces opérateurs économiques pour le projet d'extension du port de San Pedro et pour l'investissement dans la production du cacao et l'amélioration de la qualité. Le port autonome de San Pedro a multiplié par 4 de 2010 à 2014 son taux de trafic passant de 1,2 million à près de 4,8 millions de tonnes. Les perspectives de nouvelles collaborations seront des atouts pour la consolidation de sa croissance. Cet atelier, à l'intention des pisciculteurs du département des Guéyo, a donné lieu à des échanges enrichissants à travers le partage d'expériences. Le président départemental, René Cougnon, a invité l'État de Côte d'Ivoire à leur apporter l'appui technique nécessaire pour le développement harmonieux de la pisciculture dans la région. Le coordonnateur de l'Association des pisciculteurs de Côte d'Ivoire et du projet de renforcement des capacités des organisations de pisciculteurs dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Yaya Forgo, a expliqué que face aux problèmes qui existent dans la filière de la pisciculture, il est nécessaire de réunir l'ensemble des acteurs. Et ce, pour mieux recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de poissons afin de trouver une solution à leurs préoccupations. Pour le sous-directeur en charge du développement local au ministère des Ressources animales et halieutiques, Christian Omer Trébi, cet atelier est le bienvenu. Il va favoriser la relance de la pisciculture dans la région de la Nawa. Les effets du changement climatique sont multiples en Côte d'Ivoire, notamment la dégradation des zones côtières, la perte de la diversité biologique marine mettant en péril la vie de millions de personnes. Comment harmoniser les outils de planification et de suivi-évaluation des différents pays de la sous-région en matière de ressources naturelles? Pour y parvenir, un atelier d'experts sur les capacités d'adaptation au changement climatique se tient. Le monde entier se prépare à la COP 21. La COP 21, c'est la conférence des parties, la 21e conférence des parties sur la convention cadre sur les changements climatiques qui va se dérouler à Paris en décembre 2015. C'est extrêmement important parce que lors des négociations, il faut pouvoir maîtriser le contour des enjeux liés au changement climatique. Cette rencontre regroupe une quinzaine de participants exerçant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le climat crée des problèmes. Comment est-ce que nous allons nous adapter? Et c'est pour cette raison qu'il faut former les gens, leur donner les informations appropriées pour qu'ils puissent mieux s'adapter au changement climatique. Comment s'adapter avec tout ce que nous avons autour de nous, parce qu'en fait, ce n'est plus la même chose. Il pleut quand il ne faut pas pleuvoir, il y a la sécheresse quand il doit pleuvoir. On est en train de former des formateurs de haut niveau pour aider nos États au niveau national, au niveau des régions, au niveau des communes, à intégrer le changement climatique dans les programmes, projets de développement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Partenariat pour la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes ont été enregistrés pendant l'année 2014 en Côte d'Ivoire. Le département de Dabakala n'est pas épargné. Il totalise 5 cas. Ces décès ont fait l'objet d'audits pour essayer de voir les causes. Il faut dire qu'il y a le premier retard, les femmes ne viennent pas en consultation vite. Nous sommes obligés de porter le message à travers nos ASC pour que ces femmes-là puissent nous utiliser nos services très tôt. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'UNFPA et de l'UNICEF, a initié dans les régions sanitaires de Beké, du Kabadougou, Folon, Bafing et du Yambol des campagnes de sensibilisation des communautés à travers des actions conduites par des agents de santé communautaire ASC. C'est dans ce contexte que 118 ASC viennent d'être formés à Bonyere-Dougou. Ces agents de santé communautaire auront la tâche d'inciter les femmes enceintes à l'utilisation des services de santé en les amenant à faire régulièrement les consultations prénatales et postnatales. La formation que je viens de recevoir, c'est important. La femme enceinte, elle doit faire 4 consultations, au moins avant d'accoucher. J'invite mes parents de venir à l'hôpital. Le sous-préfet de Bonyere-Dougou s'est félicité du choix de sa circonscription pour la tenue de cette formation. Ato Seka a exhorté les ASC formés à la rigueur dans l'exercice de leur mission. Femmes et pauvreté, mécanisme institutionnel œuvrant à la promotion de la femme, femmes et prise de décision sont entre autres résolutions adoptées au cours de la conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. 20 ans après, quel bilan? Nous pouvons dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des avancées, il y a une amélioration majeure. Je prends le cas du mécanisme institutionnel qu'on doit mettre en place pour faire avancer les questions des femmes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une politique nationale de l'égalité hommes-femmes. C'est très important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un observatoire national de l'équité et du genre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des cellules genre qui existent dans presque tous les ministères. Mais au niveau opérationnel, on a aujourd'hui le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui est important. La journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain, marque le 20e anniversaire de cette conférence de Beijing. Du 10 au 23 mars prochain, tous les États du monde devront présenter au siège de l'ONU à New York le bilan des efforts qu'ils ont fournis dans les 12 domaines prioritaires du plan d'action de Beijing, en vue de l'atteinte de l'équité et de l'égalité entre les sexes, autour du thème « Examen et évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 20 ans après ». En termes de perspective en Côte d'Ivoire, une stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin sera élaborée. Une partie du budget de l'État sera consacrée à l'alphabétisation. Après 2 sessions de formation, 30 étudiants de l'école de formation politique et citoyenne, EFPC, reçoivent leur diplôme. Des diplômes pour les encourager à être des leaders. L'année dernière, nous avons eu les assises de la jeunesse et l'une des recommandations faites par les jeunes était justement la mise en place d'un cadre de formation pour leur permettre d'avoir tous les rudiments et les amener ici à échapper à toute velléité de manipulation de quelques chapelles politiques ou hommes politiques que ce soit. Pour les étudiants bénéficiaires de cette formation, ces différentes sessions constituent des leviers pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. L'école de la formation politique et citoyenne nous a permis de savoir ce que c'est que la politique, comment s'engager dans la politique. Au sortir de cette école, nous avons appris beaucoup de choses. On a été formés sur des idéologies politiques, on a été aussi formés sur la citoyenneté. Donc on a appris comment nos institutions marchent, les institutions de la République marchent et on a appris aussi à être de bons leaders. Formons une nouvelle génération de dirigeants aujourd'hui pour assurer la relève de demain. C'est le thème de la première promotion de l'EFPC, École de formation politique et citoyenne. La création de cette école est un témoignage de l'utilité des assises de la jeunesse de Côte d'Ivoire. La 4e édition qui se tiendra du 23 au 28 mars 2015 veut relever le défi de l'emploi. Marie-Ella Kwaku et le livre Une histoire presque héréditaire. Inspiré par sa mère qui fut professeure de lettres modernes pendant 20 ans,
Marie-Ella avait pour exercice favori à l'école primaire l'expression écrite et aimait également raconter des histoires fantastiques. À 11 ans, elle traduisait les contes baoulés de sa grand-mère en français, à qui elle a promis de les éditer au moment opportun. C'est donc tout naturellement qu'elle vient de présenter au monde littéraire sa deuxième œuvre, La guerre des clans, un recueil de nouvelles qui dénonce les maux de la société. Dans La guerre des clans, j'invite à la paix, j'invite à reconsidérer la question du bonheur dans notre société. Par la guerre des clans, je veux inciter à une autre guerre, mettre fin à tout ce qui est dissension au sein d'une famille, au sein d'une tribu, au sein des hommes. Du haut de ses 20 ans, Marie-Ella donne une leçon de vie au lecteur en se faisant le porte-voix des opprimés pour participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un engagement salué et encouragé par les différents intervenants qui ont ajouté que la jeunesse a besoin de modèles et Marie-Ella en est le parfait exemple. Pour ses amis et parents, rien n'est étonnant. Marie-Ella était prédestinée à devenir une écrivaine. À vrai dire, je ne suis pas surpris pour ces œuvres qu'elle a fait sortir. Parce que depuis la classe de seconde, elle a commencé à prendre les plumes et écrire. Marie-Ella, c'est une fille qui a toujours aimé bosser, une fille plutôt bien. Elle a toujours aimé la lecture. Elle parlait de ça depuis avant qu'elle commence à publier et tout. Elle fait part de ses idées. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs histoires. En 117 pages, Marie-Ella aborde 5 nouvelles. Également auteure de Agula, femme du peuple, édité aux nouvelles éditions Balafon, Marie-Ella Kwaku est étudiante en génie chimique et est titulaire d'un BTS en mine géologie et pétrole et d'une licence professionnelle en géosciences. Nouvel attentat au nord-est du Nigeria. Une fillette transformée en bombe humaine a tué 7 personnes sur un marché dans l'état de Yobe. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque de Boko Haram. Depuis 2009, l'insurrection du groupe islamiste a fait plus de 13 000 morts au Nigeria. Le bilan s'alourdit au Bangladesh. Un cargo a heurté un ferry dimanche à 70 km de la capitale Dakar. Au moins 69 personnes ont péri dans le naufrage et les recherches se poursuivent pour retrouver de nouveaux corps. Le capitaine du cargo et 2 membres d'équipage ont été arrêtés. Matin du cinéma à Hollywood pour la 87e cérémonie des Oscars. Birdman d'Alejandro Iñárritu est le grand gagnant avec 4 récompenses, dont celle de meilleur film. Julianne Moore est nommée meilleure actrice pour son rôle dans Still Alice. Côté homme, c'est le Britannique Eddie Redmayne qui est primé. Et puis le Français Alexandre Desplat a remporté l'Oscar de la meilleure bande originale pour The Grand Budapest Hotel. J'étais parti plutôt perdant. Et comme j'avais 2 films en compétition, enfin 2 musiques en compétition, Imitation Game et Grand Budapest, je pensais vraiment que j'allais diviser mes votes et que je n'aurais pas l'Oscar. Donc je l'ai eu et c'est formidable. Est-ce que ça changera quelque chose? Non, je crois pas, enfin j'espère pas. Je continue à faire des films. Après des discussions acharnées mais infructueuses à Vienne en novembre 2014 sur le programme nucléaire iranien, Téhéran et les grandes puissances se sont donnés jusqu'à l'été 2015 pour sceller un accord. Les 5+1 exigent que l'Iran réduise ses capacités nucléaires. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile. Dans la nature, l'uranium est composé à 99,3% d'uranium-238 et à 0,7% d'uranium-235 utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître le pourcentage d'uranium-235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Les rotations de celle-ci le séparent de l'uranium-238, plus lourd, et le réinjectent dans la centrifugeuse suivante. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir une quantité importante d'uranium-235. Pour produire du combustible pour les centrales civiles, de l'uranium-235 enrichi à 5% suffit. Pour fabriquer une bombe atomique, il doit être enrichi à 90%. Ces centrifugeuses en service dans les installations iraniennes restent au cœur du débat, car c'est le nombre et le type de ces machines qui permettent le mieux de déterminer le temps qu'il faudrait à l'Iran pour se doter de la bombe. Le réacteur à eau lourde d'Arak, un équipement qui pourrait produire du plutonium, l'autre voie d'accès à l'arme nucléaire, est l'une des autres questions clés débattues, tout comme le régime d'inspection de l'ONU auquel l'Iran serait soumis après un accord, ou encore la levée des sanctions économiques occidentales qui l'asphyxient.